Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Rudy Vervoort. Bonjour. Ministre-président de la région bruxelloise. Votre gouvernement a donc bouclé son budget et une réforme fiscale. C'était hier soir dimanche. Pourquoi est-ce qu'il fallait réformer la fiscalité en région bruxelloise ? Mais tout simplement parce que la 6e réforme de l'État va nous responsabiliser plus quant à notre devenir budgétaire et donc nos recettes, nos dépenses. À un horizon de 10 ans qu'il fallait anticiper et en même temps pouvoir, au travers d'une politique fiscale juste et redistributive, rencontrer les préoccupations des Bruxellois. Et donc plus de justice sociale, favoriser l'accès à la propriété. Tout le monde sait que Bruxelles est une ville de locataires à l'inverse des deux autres régions. Bruxelles produit de la classe moyenne, il faut pouvoir la stabiliser à Bruxelles, c'est un des objectifs. Donc il y avait des spécificités bruxelloises. Est-ce qu'on peut parler d'un tax shift à la bruxelloise ? Non, c'est... C'est quoi la différence avec ce que le fédéral a fait On ne prend pas d'une main pour... ce qu'on a donné d'une autre, ou inversement. Ici, on vise évidemment, dans le cadre d'une neutralité budgétaire, donc on travaille dans notre enveloppe, à réorienter des politiques, à peser sur des... C'est vraiment très différent de ce qu'a fait le fédéral. Je pense Parce qu'il y a quand même des mesures qui sont annoncées, mais qui vont rentrer en vigueur plutôt en 2017. Non, mais ça, oui, mais la 6e réforme de l'État, je dirais, le service du précompte immobilier, nous en serons maîtres que seulement à partir de 2017. On ne sait pas, je dirais, prendre des politiques dont on ne dispose pas, mais il fallait un paquet et une vision globale de la fiscalité à Bruxelles pour réorienter nos politiques à partir déjà de 2016. Alors on ne va pas donner trop de chiffres, mais on va quand même essayer d'être concret pour les téléspectateurs qui sont aussi les contribuables bruxellois. La taxe forfaitaire, donc 89 € par ménage, elle est supprimée dès l'année prochaine. Dès l'année prochaine. Ouais. L'impôt sur les personnes physiques, donc l'impôt sur le travail, il baisse d'1% l'année prochaine, 1,5% à l'horizon 2017. Oui, exactement, puisque à l'horizon 2017 rentrera parallèlement en vigueur le mécanisme d'abattement sur le droit d'enregistrement. Et la suppression du système du wound bonus, j'entends bien, la suppression à terme, tous les contrats en cours sont évidemment donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Respectés. C'est les bonnes nouvelles qu'on va mesurer sur les feuilles d'impôt, donc en 2017-2018. Oui, non, certaines déjà, en 2016, la prime que percevront les propriétaires occupant leur logement de 120 € sera mise en œuvre en 2 phases. Déjà, en 2016 pour ceux qui sont exonérés de la taxe forfaitaire et puis pour tout le monde à partir de 2017. Alors ça, c'est les bonnes nouvelles, mais le revers de la médaille, c'est la hausse du précompte immobilier, 10 à 12% suivant les communes. Oui, mais donc... Ça veut dire qu'on fait un peu la chasse aux propriétaires, on n'aime pas les propriétaires en région bruxelloise? Non, c'est tout le contraire. On aime les propriétaires, mais surtout les propriétaires bruxellois, ceux qui occupent leur logement. Donc c'est ceux qui auront la fameuse prime de 120 € dont vous parlez. Oui, par définition, ils ont les 89 €, ils ont le pourcent d'IPP et puis le pourcent et demi, plus la prime de 120 €. Il n'y a personne qui va perdre au final. Les Bruxellois, il y en a, même quand ils sont propriétaires, voire propriétaires de 2 ou 3 biens. S'ils sont multipropriétaires, bien évidemment que la mesure n'impactera que le logement qu'ils occupent, ça c'est évident. Ouais. Si on ne bloque pas les loyers, est-ce qu'il n'y a pas un danger que la hausse du précompte, ça se répercute demain ou après-demain sur les loyers? Oui, écoutez, on a regardé ça attentivement et... durant ces 10 dernières années, 10 des 19 communes bruxelloises ont augmenté leur précompte immobilier, leur part communale, qui est, je dirais, la part majeure d'ailleurs des recettes communales aujourd'hui. Ça n'a pas créé de distorsion entre celles qui ont augmenté et celles qui n'ont pas augmenté. Pourquoi? Donc vous ne croyez pas une augmentation des loyers après-demain? Non, parce que corrélativement, la plupart des communes ont opéré une diminution de l'IPP, de l'impôt sur les personnes physiques, ce que nous faisons. Donc, tout ça est équilibré et je pense qu'au niveau des propriétaires, la loi du marché n'obéit pas nécessairement mécaniquement à ce volet-là de la fiscalité immobilière. Alors, j'ai épluché un petit peu le communiqué de presse d'hier soir. 10 millions en plus pour les zones de police, 50 pompiers supplémentaires engagés, 30 millions en plus pour des projets de développement urbain, 10 millions pour l'agence Bruxelles Propreté, 30 millions en soutien pour la COCOM. Et la COCOM, ça c'est l'accueil des migrants, entre autres. Et je n'ai pas trouvé une seule trace d'économie. Elles sont cachées quelque part. Elles sont nombreuses. Ouais. Donc, oui, bien sûr. Donc, les 400 millions d'économies qui ont été opérées devaient aussi, évidemment, à la fois de rencontrer l'augmentation des dépenses, mais également une série de priorités que le gouvernement avait déjà décidé. Est-ce qu'on peut avoir des exemples des économies que vous allez faire? Il y aura dans mes allocations, par exemple, un report en matière de mise en œuvre des contrats de rénovation urbaine d'1 an. Oui, c'est très clair. Donc c'est des reports, c'est des étalements dans le temps. C'est des étalements dans le temps. Oui, parce que l'année 2016 est une année très particulière. En fait,
En 2016, les régions prennent leur part de l'austérité que le fédéral a mis dans la loi spéciale de financement. Et donc, on a travaillé à recettes inchangées. Évidemment, les dépenses, elles augmentent mécaniquement. Donc, il y avait ce gap qu'on ne retrouvera évidemment plus en 2017. Et vous avez tenu compte des dernières mesures, le tax shift du gouvernement fédéral, et qui va chercher 12 millions, c'est ça, du côté de la région bruxelloise? Oui, tout ça est prévu. Et 60 millions à l'horizon 2020 ou 2022. Oui. Donc tout ça, c'est bien intégré, Tout ça est intégré. Et le budget reste à l'équilibre. Oui, ça, évidemment. Ça, alors, mobilité, ça, c'est un gros dossier. 5,2 milliards en 10 ans. 5,2 milliards pour la STIB. Il y aura de quoi financer le métro Nord, ou il faudra demander au privé d'y contribuer, comme on en avait évoqué l'idée? Ici, on a travaillé dans une épure qui est celle du financement public. Donc ce sera 100% public. Et donc 100% public, qui était l'objectif que, évidemment, je défendais. Donc le métro Nord, c'est 7 stations qui vont relier Bordet, donc à Evere, jusqu'à la gare du Nord. Oui. Et parallèlement à ça, on va travailler sur ce qu'on appelle le tunnel Constitution, qui est donc là le point de départ, en fait, pour aller aussi vers Albert et donc plus loin, à terme, évidemment, dans un donc vers le sud, relié vers Forêt. Oui, pourquoi est-ce qu'on abandonne l'extension du métro vers le parking C? C'est-à-dire qu'on ne croit plus au Stade national? Non, absolument pas. Parce que là, en termes de réalisation, en plus, il était en partie sur la Flandre, en termes de réalisation, on était déjà dans un horizon au-delà des 10 ans, et que moi, le choix que j'opère de toute façon, c'est un transport en commun qui est d'abord dédié aux Bruxellois. Ça veut donc dire que c'est intramuros qu'il faut d'abord développer nos propres lignes. Ouais, mais donc on maintient le projet de stade national, même s'il n'y aura pas le métro. C'est pas un peu bizarre de se dire on met un stade, et les Bruxellois qui voudront y aller, ils vont quand même prendre la voiture? Non, parce qu'à partir du SL, du plateau de terminus actuel du métro, il y aura évidemment, on réfléchit à un moyen direct pour passer au-dessus de la chaussée romaine, people mover, téléphérique, enfin il y a une série de possibilités qui sont, et qui étaient déjà d'ailleurs prévues dans le projet Donc ce sera Néo, un téléphérique, ce ne sera pas un métro pour le parking C. Alors, le métro Nord, on envisage quoi? Le permis d'urbanisme en 2017, 2018? Les études, oui. Et parce vraiment que le chantier, métro en 2024? Oui, on reste toujours sur cette ligne-là. Ouais. Est-ce que vous n'êtes quand même pas un petit peu timide en matière de mobilité? Parce que donc, on abandonne... 5,2 milliards, vous trouvez ça timide? On abandonne le métro vers le parking C et on abandonne le tram 71, alors tout le monde avait dit que c'était un grand dossier, un gros enjeu de la législature, cette tramification. Oui, enfin, 5 machine arrière un peu. Non, on a demandé à la CIB de faire un travail, je dirais, d'épure, de définir en fait qu'est-ce qui était réalisable et finançable dans les 10 ans. Parce qu'il ne suffit pas de dire on va le faire, il faut pouvoir se donner les moyens de le faire. Si le gouvernement met à disposition des moyens financiers, il faut que la CIB soit en mesure de le réaliser concrètement. Ça n'a pas toujours été le cas. On le voit bien dans les crédits non consommés ces dernières années. Ça veut dire qu'on bloque finalement des moyens financiers qu'on pourrait affecter à d'autres politiques. On leur a demandé de faire un travail, je dirais, sérieux. On a maintenant une feuille, ce qu'on appelle l'annexe 7, qui, je dirais, détaille l'ensemble des investissements et réalisable dans un délai de 10 ans, mais sérieusement, je veux dire, cahier de charges, études, enfin, tout ça, ça prend énormément de temps. Donc tout ce qu'on annonce aujourd'hui, ça verra vraiment le jour. Oui. Sauf à ce que la STIB ne dise pas la vérité. Mais enfin, je n'ai pas de doute à cet égard. Ouais, on sait quand même que la STIB aussi ne croit pas vraiment dans les bus électriques, qu'on va continuer à rouler au diesel. Pas du tout. On a le sentiment quand même qu'il n'y a pas une grande volonté vers les transports en commun. Non. Par rapport à cela, effectivement, au moment où on a voté le COBRAS, à l'unanimité, et moi je défends les bus électriques, tout le monde a dit c'est l'avenir. Apparemment, mais c'est à voir, c'est pour ça que nous avons quand même décidé de faire un appel à intérêt au marché privé pour pouvoir nous fournir des bus qui correspondent, électriques, full électriques, qui correspondent au cahier de charge des bus bruxellois. C'est pas plat Bruxelles, ça fait beaucoup de kilomètres un bus, donc il faut de l'autonomie et de la puissance. Ça, c'est l'enjeu. On les cherche toujours, donc, les bus. Mais on va les chercher maintenant. Ouais. Alors, parcours d'intégration, qu'on appelle parcours d'accueil à Bruxelles, il sera obligatoire à partir de quand? L'idée est de voter l'ordonnance d'ici la fin de l'année. Mais pour le rendre obligatoire, il faut le financer. Si j'ai bien lu, on le finance. Il y a de quoi financer pour 7000 places. 8000. Oui. C'est quand même pas tout à fait le nombre de personnes concernées. Non, mais il y a à peu près, entre guillemets, grosso modo, 40 000 primo-arrivants, 15 000 par an nouveaux. Il faut pouvoir effectivement rencontrer, d'abord avec des profils extrêmement différents, parce que quand on dit primo-arrivant, je pourrais dire que ça va de l'expatrié économique à effectivement un candidat réfugié politique, donc avec toute la gamme. Pour l'an prochain, on en finance 8 000, vous nous avez dit.
On ne peut pas rendre obligatoire quelque chose qu'on ne sait pas financer quand il y a 40 000 personnes concernées. Mais c'est bien là que va se situer, je dirais, la définition du caractère obligatoire. Donc, je vous pose ma question. La capacité à rencontrer, effectivement, en termes de public cible. Non, tout va dépendre du public cible. Si on prend évidemment le plus large possible, 40 000, mais alors on peut faire exploser le budget. Ce qui c'est évidemment impossible pour nous. Donc, financièrement, ça n'est pas possible, je le dis. Donc, nous allons définir, je dirais, une priorité à ceux qui, très directement, ont besoin de ce parcours d'accueil pour pouvoir, en clair, pour moi, je l'ai toujours dit, accéder à l'emploi ici à Bruxelles. C'est la première des priorités. Ça veut dire qu'en clair, ce parcours d'accueil, il sera obligatoire, mais pas obligatoire pour tout le monde. Mais ça, c'était déjà dit depuis le départ. Ça n'a pas toujours été très clair dans la communication. Peut-être pas la vôtre, mais dans la mienne, celle d'autres intervenants. Par rapport à ce dossier-là, qui connaît évidemment un peu de, comment dirais-je, avec le problème des réfugiés, ça est revenu sur la table, de nouveau, avec une mauvaise Donc, orientation du débat. Il sera vraiment obligatoire pour ceux qui sont réellement en difficulté, qui en ont réellement besoin. C'est ça le message. Oui, toujours. Et ça a toujours été le mien depuis le mois de mai 2013. Je n'ai pas varié par rapport à ça. Il y en a qui se découvrent subitement maintenant favorables au parcours obligatoire que je n'avais jamais entendu, mais peu importe. Moi, je l'ai dit depuis le début, mais c'est un parcours qui doit évidemment viser clairement un public que nous, Bruxellois, devons mettre à l'emploi, devons donner, je dirais, une perspective ici à Bruxelles. Alors, il nous reste 2 minutes. Je voudrais vous poser encore 2-3 questions. D'abord, sur les droits de succession. Il n'y aura plus de différence entre les familles classiques et les familles recomposées? Oui. Ce sera quand? Ça, ce sera 2017. Donc, même droit de succession pour tout le monde. Oui. Droit d'enregistrement, même chose. Oui. L'abattement, le système va se mettre en place à partir du moment où nous aurons clairement les leviers, savoir 2017. Titre-service, il reste à 9 €, mais par contre, la déductibilité fiscale va baisser, elle sera de 15% seulement. Il n'y a pas un risque que ça renvoie des personnes vers le travail au noir? Non, je ne pense pas, parce que, en fait, le pari que nous faisons, c'est de dire est-ce qu'on monte à 10 €? Et ça, je pense que c'est un très mauvais signal parce que ça, c'est quelque chose qu'on paye directement. Il vaut peut-être mieux travailler sur l'avantage différé, en le réduisant. C'est de trouver le moyen terme. Parce que si on ne faisait rien, ça devenait effectivement impayable pour le budget bruxellois. Mais les autres régions ont fait de même. Dernière question. Vous étiez chez le roi ce matin. Vous serez devant le Parlement jeudi. Comment ça se passe quand on prépare un budget et qu'on doit le traduire dans un texte devant les parlementaires? Oh, ça se prépare bien et j'ai envie de vous dire, après une semaine chargée en Pologne plus le week-end ici, les idées restent claires. Merci, Rudy Vervoort, d'avoir été l'invité de l'interview. Pour tout savoir sur le budget bruxellois, rendez-vous dans les journaux de Télé Bruxelles et on se retrouve demain à 12h45 avec un nouvel invité.